Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez beaucoup donné pour expliquer l'économie aux Français en affichant une science théoriquement technique, mais en réalité essentiellement humaine, à l'image de votre noblesse et pas seulement celle du cœur. Bonjour François de Closet. Bonjour Jacques. Alors, vous débutez dans la BD, on va en parler tout à l'heure, c'est un événement mais qui s'explique et qui a ses raisons. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés un parcours ô combien riche. Et la première date que j'ai trouvée vous concernant, François de Closet, c'est le 22 octobre 1964. C'est un jour important car un de nos grands écrivains refuse le prix Nobel et vous êtes là. Oui, alors à l'époque, j'étais journaliste, tout jeune journaliste à l'agence France Presse. Oui. Et ce jour-là, je traînais un peu à l'heure de déjeuner. Et à la rédaction en chef, on m'appelle, on me dit « Sartre a le prix Nobel ». Alors, il faut dire que dans les jours précédents, Jean-Paul Sartre, on avait parlé, vous pourriez avoir le prix Nobel, parce que c'était le prix Nobel de littérature, par les mots qui étaient la première de ses œuvres, qui avait fait un peu l'unanimité, alors que les autres étaient très polémiques. Donc, on avait laissé entendre, vous pourriez avoir le prix Nobel. Il avait dit non, je le refuserai. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit avant, mais quand on l'a, est-ce qu'il va l'accepter, est-ce qu'il va le refuser? Donc, mon rédacteur en chef dit François, vous pourriez pas trouver Sartre pour qu'il nous dise s'il accepte ou s'il refuse? Bon, qu'à cela ne tienne, je saute sur mon scooter. Je savais qu'il mangeait dans les brasseries de Montparnasse. J'arrive là à la coupole, il n'y a pas Sartre, donc bon, regardez au select, non, je donne un centime, vous n'avez pas une idée? Ah, peut-être à l'Oriental, à d'Enfer Rochereau. Je fonce à d'Enfer Rochereau. Sartre est là en train de déjeuner avec Simone de Beauvoir. Et alors, quand même, il me reste un peu de respect plus que de journaliste. Je dis non, je les laisse finir le petit salé aux lentilles. Je vais pas venir les déranger comme ça. Bon, alors que j'avais le scoop sous la main, mais non, je pouvais pas. Et puis, finalement, je m'approche. Monsieur Sartre de l'agence France Presse. Et vous avez reçu le prix Nobel. Est-ce que vous l'acceptez? Ah bon? Ils m'ont donné le prix Nobel? Non, je le refuse. Ah, et je peux l'annoncer à l'agence? Oui, vous pouvez l'annoncer. Mais quelles sont vos raisons? Non, les raisons, je les réserve, je les donnerai aux Suédois. Bon, alors, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. On avait un téléphone en général près des toilettes. J'appelle, oui, flash, Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel. Boum. Puis je reviens à l'AFP, on me dit « Ah, formidable, François, très bien. Oui, ça doit être à peu près 1h30. Hein. » Puis, à partir de 2h, la rédaction en chef est assaillie par les coups de téléphone de toutes les rédactions. « Comment vous avez eu de Sartre? Où on peut l'avoir? Nous, on voudrait aussi avoir une interview de Sartre. Vous savez pas? Non, mais on peut pas le joindre, on peut pas le joindre. » À 14h, 15h, 16h, j'en viens de me voir et non, personne ne peut le joindre, Sartre. T'as eu de la chance de l'avoir, hein. Oui. Puis alors, vers 17h, les gens s'approchent. François, Sartre vous a bien dit qu'on pouvait annoncer qu'il refusait? Oh là, nom de nom. Personne ne pouvait le joindre. Bon, ça y est, je suis cuit. Parce que ça veut dire qu'il discute avec ses copains, qui va dire on refuse pas un prix Nobel, tout cet argent, non, c'est complètement. Donc, il va dire qu'il accepte. Et que, y a un jeune journaliste qui a voulu faire le malin en confondant le conditionnel et l'affirmatif. Je suis foutu! Eh ben non, toute justement. l'agence France Presse qui a inondé le monde entier cet après-midi. Sartre refuse le prix Nobel. Sartre, AFP, et qui va devoir démentir. Ma carrière de journaliste est foutue. Et à 18h, Sartre est arrivé à l'ambassade de Suède et a dit oui qu'il refusait. Ouf. Mais un scoop comme ça, pour le porter tout seul, en craignant d'être démenti, c'était dur. Hein. Voilà. Alors effectivement, Sartre l'a refusé. En fait, il avait écrit quelques jours auparavant pour dire qu'il le refusait, mais la lettre n'était pas arrivée et il s'en foutait de toute façon. Oui, et de toute façon, dire qu'on refusera
c'est une chose. Refuser quand on vous le donne, c'en est une autre. Alors, l'argent, en plus, c'est une chose qui vous a manqué pendant vos jeunes années. Vous appelez François Noël, d'ailleurs, parce que vous êtes né le 25 décembre. Oui. Personne n'est parfait. Et vous avez eu une enfance très difficile parce que vos parents n'avaient pas beaucoup d'argent et vous avez appris la frugalité, François de Closet. Oui, il fallait se passer. On n'était pas une famille pauvre, on était une famille ruinée, ce qui est différent. Mes grands-parents avaient eu beaucoup d'argent, etc. Oui, mais mon grand-père avait fait faillite et ça se passait en Inde, d'ailleurs. Ma famille était établie en Inde. Et il s'était rapatrié sans un sou. Mon père n'avait pas pu se rétablir et donc... tout ce que faisaient mon père et ma mère, c'était des enfants. Il y avait une famille de 8. Je sais pas, on avait un appartement qui devait faire 80 mètres carrés, on s'entassait là-dedans. Et on était à Enghien-les-Bains. Alors, Enghien-les-Bains, c'est le Neuilly-sur-Seine du nord-est de Paris. C'est-à-dire que c'est une ville très bourgeoise, très riche, le lac, le champ de course, les thermes, le casino, formidable. Mais tout autour, il y a des cités, Sannois, Épinay, etc., qui sont pauvres. Oui, Hein. et il y a quelqu'un de très célèbre aussi qui est né à Enghien. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Ce qui est totalement faux. Miss Tinguette est née à Enghien-les-Bains. Elle s'appelait Jeanne Bourgeois. Et régulièrement, comme elle voulait absolument se rajeunir en permanence, elle allait à l'état civil réclamer l'état civil de Jeanne Bourgeois. Elle en trouvait une qui avait 20 ans de moins. Elle le prenait et elle assurait qu'elle était née 20 ans plus tard. Non, j'assume mon âge. Mais donc, pour terminer, mon enfance, bon, on était pauvres et dans un milieu bourgeois, donc ça faisait la honte. Et donc, je me suis dit tout de suite, dès que tu as ton bac, tu fiches le camp. À 17 ans, je crois, j'ai eu mon bac et j'ai embrassé maman et je suis parti dans le camp. Oui, mais en même temps, vous avez fait des études très sérieuses. Vous étiez un bon élève à l'école, premier de la classe, en étant très bon à l'oral, François Closet. Oui, mais dans mes bulletins, à l'écrit, je suis très mauvais. Je sais très bien, je suis très mauvais en raison de l'orthographe. J'ai jamais pu me flanquer l'orthographe dans la tête. Mais à l'oral, tout passait et tout se rattrapait. Mais j'étais quand même un élève très fantaisiste. Je ne savais jamais si je serais dans les premiers ou dans les derniers. Et vous avez fait Sciences Po, en allant jamais en cours, vous avez obtenu votre diplôme. J'avais d'abord fait mon doctorat de droit, Oui. en n'ayant jamais été à un cours. Et puis, à Sciences Po, c'était la même chose. Parce que ce qui m'intéressait, c'était la vie de bohème, c'était le cirque, c'était le théâtre. Et là, c'était juste pour avoir... D'abord, une bourse, hein, parce qu'il fallait bien vivre, c'est autre chose, mais c'était bien d'avoir une bourse. Et donc, 2 mois avant l'examen, je prenais tous les polycopiés, j'avalais ça, j'allais recracher tout ça. Je passais mes examens et pendant 10 mois, je menais la vie de bohème. J'ai jamais raté d'examen, mais... je l'ai fait comme ça, quoi. Oui, et donc vous avez été clown dans un cirque à vos débuts, François Closet. Oui, parce que... Tout blanc. Avec des copains, on avait un cirque, on faisait des tournées de cirque. Et d'ailleurs, je me suis trouvé en 1957, on voulait monter « Voulez-vous jouer avec moi ?» De Marcel qui Achard. était une comédie sur une entrée de clown, avec des clowns, de Marcel Achard. Et on l'avait montré répété. Marcel Achard était venu nous voir, nous avait enregistré. J'étais à Sciences Po. Et en juin, je pense, j'ai mon maître de conférence qui m'appelle, François de Closet. Oui, j'ai mon avis Marcel Lévesque qui vient d'être élu président du conseil municipal de Paris. Il a besoin d'un chef de cabinet. Est-ce que vous accepteriez ? Oh là là, est-ce que je dois être clown ? Est-ce que je dois entrer dans un cabinet ministériel ? J'ai beaucoup hésité parce que quand même dire non aux copains, c'était terrible. Puis finalement, je suis devenu sérieux et j'ai essayé de faire un nœud de cravate. Je n'avais jamais fait de ma vie que je ne savais pas faire. Il s'est passé bien d'autres choses dans votre carrière. Vous n'avez pas seulement été clown pendant quelques mois. On va l'évoquer dans quelques instants à travers une autre date très importante pour vous, le 15 août 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec François de Closet. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François de Closet. Alors, une date importante, 15 août 1965, vos débuts à la télévision. Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir, mais c'est Mariner 4 qui prenait les premières photos en gros plan de Mars.
Oui. On n'avait jamais eu de photos d'une planète lointaine. On les recevait. Et moi, j'avais été journaliste à l'AFP, et puis Sablier m'avait appelé pour que je vienne à la télévision. Oui, pourquoi pas. J'avais jamais vu la télévision, je savais pas ce que c'était. Et là, ce 15 août, j'étais à Paris, il y a l'information, on me dit, tiens, je vais aller à la télévision pour voir comment ils font. Moi, j'ai aucune idée de ce truc-là. J'arrive à la télévision, il pleuvait, c'était affreux. Je dis, voilà, je François de Closet. Je lui ah bon, qu'est-ce que vous êtes? Je dis, je suis journaliste scientifique. Vous êtes journaliste scientifique? Oui, oui. Alors, venez tout de suite. Et je suis entraîné. Il dit, vous pourriez parler de ma photo, là? Oui, bien sûr. Et je suis entraîné. Et je me retrouve un truc énorme, un plateau de télévision, un studio, j'avais jamais vu ça. Vous asseyez là, on va vous poser des questions. Et puis commence le journal, et le présentateur commence à me poser des questions. Alors, oui, qu'est-ce que ça apprend, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça annonce, etc. Je réponds. Bon. Et puis le journal finit, j'ai rien compris à ce qui s'était passé, et le présentateur vient vers moi et me dit, alors, vous êtes astronome? Je dis non, pas du tout, je suis journaliste scientifique, d'ailleurs je rejoins le journal télévisé en septembre. Ah, ben vous ferez une très belle carrière, monsieur. Et il s'en va. Bon, alors je dis aux gens, qui est-ce là? Il me répond pas, il rigole. Le suivant dit, qui, Léon Zitrone là? Ben oui, je connaissais pas Léon Zitrone, j'avais jamais vu la télévision. J'ai fait de la télévision avant de la voir. Et donc, j'ai plongé comme ça et tout découvert. Alors, il y avait Léon Zitrone et Édouard Sablier qui vous a engagé. C'est l'homme qui a lancé la formule de Télésoir avec plus d'images, plus de reportages, moins de blabla et l'introduction des éléments électroniques, dont l'édophore, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, et surtout, il faut bien comprendre que la télévision est née, et quand on a eu ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme image? Et à l'époque, au cinéma, il y avait les actualités cinématographiques avant le film, vous vous souvenez? Bien Donc sûr. l'actualité était une source d'images. Alors, on a fait des actualités télévisées. Et il fallait quand même donner des nouvelles. Alors, les méchantes langues disaient, il y avait toujours des fils de députés qui avaient raté leur bac et qu'on pouvait mettre à la télévision. Donc la télévision, sur le plan de la presse, avait très mauvaise réputation. Et Sablier, qui venait du Monde, a dit, je veux des journalistes qui savent de quoi ils parlent. Et c'est pourquoi, entre autres, il m'a appelé, j'étais journaliste scientifique, vous venez, il m'a tout de suite dit, je vous préviens, si dans 6 mois, on ne parle pas de vous comme on parle aujourd'hui d'Albert Ducrot, vous avez raté. Bon, pour moi, Albert Ducrot, c'était un dieu, c'était un personnage extraordinaire. C'était le journaliste scientifique qu'on écoutait à la radio. Bien sûr, la foi d'Albert Ducrot, c'était extraordinaire. Et donc, c'est comme ça que je me suis trouvé à la télévision. Et alors, curieusement, vous arrivez à la télévision comme journaliste scientifique, vous avez fait des études de droit. La science, vous ne connaissiez pas du tout au départ, François de Closet. Au départ, je ne connaissais pas du tout, mais il faut bien comprendre que les années 60 ont été l'explosion de la science et de l'information scientifique, et qu'il n'y avait pas de journalistes pour ça. Et donc, à l'agence France-Presse, le journaliste qui s'occupait de la science, il était complètement débordé, il n'en pouvait plus. Il me dit, il me faut un adjoint. Et un jour, il s'est planté devant moi, il dit, est-ce que tu voudrais venir à la rubrique scientifique? Alors, je me demande qui, dans mon dos, a répondu oui. J'ai dit oui. Et là, j'ai plongé dans la science, et j'avais toujours vécu sur l'idée que la science, c'était trop compliqué pour moi, que de toute façon c'était chiant et que j'y comprendrais rien. Là, boum, je me suis trouvé faire 15 heures par jour, science, et j'ai découvert que ça me passionnait, et que finalement je comprenais assez bien, et que je pouvais le faire comprendre. Et ça a été la grande passion, la grande découverte, la grande passion de ma vie. Donc, vous êtes devenu à la télévision, François de Closet, un journaliste sérieux, tellement sérieux qu'en mai 68, on a fait appel à vous pour essayer de régler des tas de problèmes. Et ça n'a pas été simple. Ah oui, non, mais ouais, quand commence mai 68, je suis tout à fait hostile à toute l'effervescente gauchiste. Je suis tout à fait contre. Et toute la télévision se met en grève, sauf les journalistes, qui bien sûr étaient considérés comme étant proches du gouvernement. C'est pas eux qui vont se mettre en grève. Et on arrive à un état de tension extrême. Et je me dis, finalement,
Le gouvernement peut rien faire avec l'éducation nationale et les universités, tout ça, ça fout le camp n'importe où. Sur le plan économique, avec les syndicats, il n'a pas l'argent, il ne pourra pas. Mais sur la télévision, il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer à avoir le premier organe d'information de France qui est, en somme, un département du ministère de l'Information. C'est pas possible. Il faut créer une structure moderne qui assure l'indépendance de la télévision. Et je dis ça, c'est bon, on va rejoindre le mouvement là-dessus, on va permettre au gouvernement de débloquer la situation sur la télévision, puis après il débloquera la situation ailleurs. Donc, tous les journalistes ayant voté pour moi, pour que je les représente, je dis bon, ben, on y va. Donc, on fait la grève, mais uniquement pour ça. Et c'est la plus belle ânerie, j'en ai de belles. Mais celle-là, c'était une stupidité totale. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle, l'université, ils s'en foutaient. L'économie, bon, bah, donnez-leur ce qu'ils veulent, on s'arrangera. Mais sur la télévision, rien. La bombe nucléaire et la télévision, ce sont des outils régaliens de gouvernement. Donc, mon idée qu'il allait céder facilement sur la télé, le résultat de ça, c'est que moi, j'ai été vidé. Ça, c'était la bénédiction pour moi. Mais ils ont vidé derrière des tas de journalistes. Ça a vraiment brisé leur carrière, brisé des vies. C'est abominable parce que nous sommes les seuls qui avons été licencié pour fait de grève de mai 68. Hein. Alors pour moi, ça a été formidable. J'ai écrit, mais pour les autres, plus jamais je n'ai pu prendre la parole dans une assemblée générale. Les mots sortiraient pas. Oui, donc vous êtes viré, vous rentrez à l'Express, où vous allez vivre un moment historique, François Closet. 6, 5, 4, 3, 20 juillet 69, le décollage de la fusée à Houston, et vous êtes là. Ça reste dans un coin de votre mémoire, François Closet. Oui, parce que du fait que j'étais vidé de la télé, je suis allé pour l'Express vivre Apollo 11 en Amérique. Et alors, vous savez, on se rend compte que, ça paraît formidable, vous êtes en studio, alors regardez. Mais non! L'événement, ça se vit là à la télévision, c'est la représentation qu'on en a. Et là, j'étais dans le coup. Je prends juste un exemple, le décollage d'une fusée. Vous voyez la fusée décoller sur l'écran, c'est très beau. Bon, là, on était à Cap Canaveral, et il y avait là-bas la fusée toute droite à l'aube, on attendait. Puis un moment, le décompte, elle s'arrache dans la fumée, elle commence à monter. Chut, dis rien, on comprend pas. Et tout d'un coup, c'est parce qu'on est loin, tout d'un coup arrive, non pas le son dans l'oreille, le grondement dans le ventre. Elle nous décolle dans le ventre, elle s'arrache à nous, on est liés à la fusée. Vous comprenez, c'est pas du tout la même chose que de le voir à la télévision. Et de la même façon, quand ils sont arrivés sur la Lune, j'étais dans le grand auditorium de Houston, où il devait y avoir 2000 journalistes, tous les pays, notamment les Américains. Et quand ils ont été près du drapeau américain tous les deux, et que j'ai vu tous les journalistes américains, c'est pas détendre, qui se levaient, qui mettaient leurs mains comme ça, et qui avaient quasiment les larmes aux yeux, c'était quelque chose d'inouï à vivre. Donc je suis très content de l'avoir vécu comme ça. Et nous, on l'a vécu devant la télévision. Et le plus étonnant, c'est que le pape Paul VI, à l'époque, a fait acheter une télécouleur au Vatican pour suivre l'événement en direct. Ça a été une première. Et au Kremlin, ils l'ont regardé en direct, mais évidemment, ils ne l'ont pas diffusé sur les télévisions soviétiques, pas plus que sur les télévisions chinoises. Tiens, c'est curieux. Bon, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, François de Closet, le 23 novembre 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec François de Closet. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François de Closet. Une date importante pour vous, 23 novembre 1974. Ah, oui, c'était pas la sortie de mon premier livre, mais vous allez le voir, le premier, je dirais, d'une nouvelle série. C'était Le Bonheur en plus. Et alors, j'avais commencé d'écrire après avoir été vidé de la télévision. Ouais. J'avais fait L'espace terre des hommes. J'avais fait un premier essai qui s'appelait En danger de progrès. Ouais. Joli titre, mais
pas un grand succès. Et là, je sors Le Bonheur en plus pour expliquer que la civilisation industrielle est maintenant en fuite en avant parce qu'elle prétend apporter des solutions techniques à des problèmes qui sont de nature politique, culturelle, et que dans ces conditions, elle n'apporte jamais qu'un semblant de solution et qu'il faut toujours autre. Et c'est ce qu'on appelle le progrès, c'est de transformer des outils en prothèses et de transformer des ouvriers en paralysés, en handicapés. Donc voilà ce que j'ai expliqué. Et je l'ai écrit, et entre le moment où je l'ai écrit et le moment où le livre sort, il y a le premier choc pétrolier. Et qui est vécu comme la remise en cause de la société industrielle. Personne ne l'imaginait avant, en plus. Personne ne l'imaginait, et surtout, ça veut dire, on l'a interprété comme la fin de la société industrielle. Il faut s'en souvenir. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, mon livre, qui avait été à peine remarqué par la presse, a fait figure de réponse à cette interrogation. Alors, à ma grande stupéfaction, j'ai vu d'abord ce livre apparaître dans les best-sellers, la liste des best-sellers, oui, c'est écrit François Declose, et c'était incroyable ce truc-là. Et puis, il s'est mis à monter dans la liste des best-sellers, et qu'il ne va jamais s'arrêter. Et finalement, on a tout de même vendu 400 000 exemplaires, et ça a été la première fois que je faisais un best-seller, mais je vous dis, j'ai été bien aidé, je dois le reconnaître, par le premier choc pétrolier. Oui, mais en même temps, cette idée, elle était venue comment, François Closet? Pourquoi cette idée de société qui évoluait, qui ne fournit que des améliorations illusoires? Mais tout simplement parce que dans les années 60, être journaliste, c'était chanter la gloire d'un monde scientiste où la science et le progrès des techniques, c'était le progrès de l'homme. Alors j'arrivais, et mon rôle, c'était d'expliquer, c'était pas tellement de faire du journalisme proprement dit. Et puis il y a eu le choc venu d'Amérique des années 60-70. On s'est dit, mais tout de même, la civilisation industrielle, là où ça nous mène tout ça, ça fout en l'air la nature, etc. Et on commençait à s'interroger. Et moi, de ce fait, je me suis dit, mais tu fais pas ton boulot en étant simplement là à expliquer, voilà ce que sont les quasars, voilà les circuits intégrés, voilà l'ADN. Non, tu dois réfléchir, tu dois apporter une réflexion. Et comme j'avais un peu de temps libre, puisqu'on m'avait foutu à la porte, j'ai commencé ce genre de réflexion. Alors curieusement, au moment de la crise pétrolière, on cherche des idées, on dit qu'on n'a pas de pétrole, mais qu'on a des idées. Et la France, à ce moment-là, il y a une idée, c'est reprendre une idée d'avant-guerre qui consistait à passer à l'heure d'été. Parce qu'on avait pensé à ça pour économiser le charbon. On passe à l'heure d'été pour quelques années seulement. On y est toujours. Et votre livre, d'ailleurs, François Closet, Le Bonheur en plus, si on le relit aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que je vois que maintenant on s'interroge, est-ce que aux problèmes qui sont les nôtres, on peut apporter des solutions purement techniques? C'est évident que non, et que les solutions, elles sont d'abord politiques, elles sont culturelles, et la technique aide. Mais la technique ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, tout le monde le voit avec évidence. Quand je le racontais en 1974, ça paraissait pas évident. Écoutez, je vais vous dire une chose. En 1974, vous savez, sur le plan politique, ce que j'avais proposé pour régénérer notre société, qu'on tire au sort un quart des députés. Et voilà maintenant qu'on fait du tirage au sort. Bon, c'est très curieux. Alors, vous avez quitté la télévision, mais vous y êtes revenu finalement grâce à quelqu'un de très célèbre, un pionnier de la télé dont on va entendre la voix. Les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes. On lui doit plein de choses, dont 5 colonnes à l'une, c'est Pierre Desgroupes. Oui, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai écrit, pendant cette période, après avoir été vidé de la télé, j'ai écrit mon premier essai, s'appelait « En danger de progrès », et puis je suis allé chez mon éditeur pour donner le bon à tirer. Et je suis revenu, et sous le téléphone, il y avait un petit mot, rappelez Monique Wendling. Monique Wendling, tout le monde le savait, c'était l'assistante de Pierre Desgroupes. Bon. Je rappelle Monique. Ah oui, François, quitte pas, je te passe Pierre. Bon. Et Pierre Desgroupes me dit de revenir. Donc, à l'instant même où j'avais fini le boulot extra-télé, je rentrais à la télé et je rentrais avec Pierre Desgroupes. Bon, c'était magnifique. Oui, et pour parler d'économie, ce qui était encore tout à fait nouveau pour vous. Un peu après.
au départ, bon, j'ai fini les vols Apollo, hein, Oui. mais en même temps, donc j'avais évolué, vous voyez, et aussi vers l'économie. Et donc, j'ai annoncé à la télé, à peu près 1 ou 2 ans après, que j'arrêtais la science. Il était fou, ça va très bien, pourquoi? Je dis non, parce que, bon, j'ai découvert ça m'a passionné, mais je ne veux pas rester toute ma vie à chanter la gloire des fusées, donc non, je vais faire de l'économie. Ah bon, t'es complètement fou. Mais il se trouve que moi, je ne suis pas fou, je suis nomade. Je ne peux pas passer toute ma vie à m'occuper des mêmes choses. Et donc, effectivement, à la télévision, je suis passé de la science à l'économie. Et alors, François de Closet, vous avez inventé des formules qui sont toujours d'actualité. L'enjeu, c'était le premier magazine économique, parce que le grand public ne connaissait pas vraiment. Bon, il y avait les journaux économiques qu'on lisait, enfin, que les PDG lisaient dans les avions, et quand le format était assez grand, il y avait toujours Playboy à l'intérieur, Oui. ou lui. C'était une tradition. Jacques, permettez, Oui. juste, pourquoi j'ai fait l'enjeu, un magazine économique? Parce que c'est la direction de la chaîne qui me l'a demandé. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, le meilleur économiste de France était à Matignon, Oui. et les Français ne trouvaient pas que sa politique était la meilleure. Alors ils s'étaient dit, mais la télévision ne fait pas son travail. Raymond Et Barre. donc on m'a dit, Raymond Barre, et donc on m'a dit, vous allez faire un magazine, d'économie. J'ai fait le magazine d'économie, seulement... en 81, boum, arrive la gauche et c'est la chasse aux sorcières. Or, l'enjeu était une émission clairement pour l'économie de marché, qui n'était pas pour le communisme, et qui plus est, tous les gens de télé étaient suspectés d'eux et on les vidait. Eh bien, non seulement personne n'a songé à remettre en cause l'enjeu, mais 2 ans après, c'est dans l'enjeu que François Mitterrand est venu pendant 1h30 expliquer son tournant politique. Ça, je suis assez content quand même. Et il y a une autre chose dont vous pouvez être fier, François de Closet, c'est un magazine médiation qui a permis de changer une loi. Alors, effectivement, on a changé une loi. Pourquoi? Parce que je m'étais dit le principe, c'était que on ne faisait pas une émission pour parler d'un problème, mais pour proposer une réforme. C'est ça la réforme qu'il faut faire. Pourquoi on ne la fait pas? C'était un peu ambitieux, mais c'était comme ça. Et il y avait une chose qui me choquait profondément dans le cas de l'inceste, c'est que la prescription décennale parlait de la date des faits. Alors, si le père avait violé sa fille à 12 ans, quand elle avait 22 ans, c'était fini. Et l'expérience prouvait que pour une femme, arriver à dominer ce qu'elle a subi et se retourner contre son père, ça se faisait à l'âge adulte. Et que donc, un père qui violait sa fille à 12 ans était pratiquement sûr qu'il ne serait jamais inquiété. Et moi, j'avais dit non, la date de départ de la prescription, ce n'est pas la date des faits, c'est la majorité de la victime. Quand elle peut se défendre avant son défenseur, c'est l'avocat payé par son père. Comment peut-elle... Bon. Et donc, je fais toute une émission et le garde des Sceaux n'a pas voulu venir, il m'a dit que c'était absurde. Le gouvernement, tout le monde était contre. Je fais l'émission et voilà que 3 femmes députées la regardent. C'était Yvette Roudy, Ségolène Royal et Frédéric Bredin. Se disent, mais c'est vrai. Et il y avait au Parlement un débat sur la maltraitance à enfants. Et elles font un amendement et elles viennent de présenter, le gouvernement refuse. Puis on le met aux voix. Elles se sont battues. Le Parlement a adopté à l'unanimité, le Sénat l'a adopté à l'unanimité. Et le changement, c'était le premier changement. Le garde des Sceaux, quand je lui en avais parlé, m'a dit, monsieur de Closet, la prescription, c'est fondamental. On y a touché une fois pour les crimes contre l'humanité, on n'y touchera pas une seconde fois. Eh bien, si, on l'a changé. Et c'est vraiment à la télévision que ça s'est d'abord fait. Et j'en suis assez heureux. D'ailleurs, juste un petit détail, et je finis. On avait interviewé une femme qui avait là, pas une trentaine d'années, et qui, très nettement, avait accusé son père de l'avoir violée. Tout le problème, c'est que, avec la prescription, eh bien, elle n'avait pas le droit d'en parler, et je me suis retrouvé au tribunal correctionnel. Et vous savez ce qui s'est passé? Le tribunal correctionnel, il m'a condamné à 30 centimes d'amende avec sursis. Mais, comme la loi faite au Parlement était rétroactive,
la femme s'est retournée contre son père. C'est une bonne. Alors, finalement, vous étiez en avance sur votre temps, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, François de Closet. Oui, si ce n'est que maintenant, on va, me semble-t-il, parfois un peu trop loin. Quand 30 ans après, on vient clouer au pilori un homme qui aurait eu des comportements déplacés et qu'avant même qu'il soit inculpé, sa carrière est brisée, je trouve que c'est pas un progrès de remplacer le tribunal par le pilori, et encore, le pilori, c'était quand on était condamné au pilori, désormais on vous met au pilori avant même. Alors Dieu sait que voir enfin condamner tous les salauds qui se croient pas rendre coupables de viol ou qui utilisent leur position pour obtenir, comme on disait, la promotion canapé, c'est scandaleux. Mais là, d'un autre côté, tomber dans l'autre excès, il suffit qu'une dame annonce, il y a un tel, il y a 30 ans, il m'a fait ceci. Ah bon, monsieur, on ne présente plus vos films, on vous licencie. Non, il faut raison garder. Alors, il y a aussi un domaine dans lequel vous êtes en avance, car il y en a partout aujourd'hui à la télévision, c'est les magazines santé, François de Closet. Oui, magazine de santé. Alors, il y en avait eu un qui remontait à l'émission de Barrère et des Groupes. Avec la loupe. Oui, et on demande ça. Alors, d'abord, à la santé, je ne connais pas bien. Alors, je débauche ma sœur en profession, Martine Alain Regnault, la grande journaliste médicale. Dit, tu viens pas, je le fais pas. Hein. Bon, et on l'a fait ensemble. Et alors, il fallait trouver un truc. Parce qu'en face, il y avait l'émission de Namias, qui était très solide, l'émission de santé. Et alors, j'ai imaginé, chaque fois qu'on parle de santé, d'un organe ou une fonction du corps. Bon, maintenant, on peut avoir des images de représentant ça, et avec les trucages, je peux aller me promener à l'intérieur du corps humain, puis montrer aux gens, alors voilà, là, vous voyez, hop, je suis sur un grain de pollen, bon, je suis en train d'entrer dans les narines, mais là, vous voyez, si je vais... Et donc, à chaque fois, il y avait un petit pitch de 2 minutes pour introduire le sujet sur cette forme ludique. Et c'était un gros travail. Oui, et vous avez ouvert la voie au magazine Santé. Et puis, il y a une autre chose que vous faites aujourd'hui qui est un rêve d'enfance. On en parle dans quelques instants à travers une date très récente, le 16 octobre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec François de Closet. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François de Closet, 16 octobre 2019. Alors encore une nouvelle activité et un rêve de toujours, puisque c'est ce jour-là que sort le premier tome des Guerres d'Albert Einstein, une BD aux éditions Robinson. Et ça, la BD, on ne savait pas, mais c'est votre passion, François de Closet. J'aime beaucoup la BD. Enfin, j'aime pas également toute la BD. C'est certains types de BD, pour moi, ça me passionne, c'est Manara, Bourgeon, les grands Van Damme, ou les séries historiques comme celle de Fayard et Glénat. Et là, oui, je crois que c'est un grand genre. Hein, avant, c'était les illustrés, c'était quelque chose de tout à fait secondaire. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un genre original. Alors oui, c'est vrai, j'étais lecteur et j'avais une folle envie un jour j'aurais pas osé imaginer qu'un jour je pourrais m'y mettre. Vous lisiez des BD, mais pendant les conférences ou dans les librairies, ça surprenait tout le monde de voir François de Closet en train de lire une BD. Oui, mais c'est pour ça, parce que la BD étant un peu répertoriée dans la presse, en suivant la presse, je voyais ce qui passait comme livre, mais il fallait aller sur les rayons. Ah tiens, celle-là, hop. Et alors, quand je faisais ça, non, mais tiens, ils me reconnaissaient, c'est très sérieux. Oh, ils s'intéressent à la BD, c'est pas possible. Et comment est née cette passion, François de Closet ? Ah, mais tout simplement parce que à la maison, mon épouse, Jannick Jossin, qui a dirigé les services littéraires un peu partout, à l'Express, à l'Obs, à la télé, etc., faisait qu'on recevait tout ce qui paraissait. Et donc, on recevait aussi les BD. Je ne serais pas allé spontanément, mais de temps à autre, je voyais quelques BD qui m'intéressaient. Et puis, bon, ça a été l'hameçon, quoi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui ne croyait pas que la BD serait un jour lue par des adultes. Vous allez entendre sa voix.
Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne C'est pas les Hergé. oublier que je les illustrais. Car Quand Hergé j'étais m'a déjà dit un très, jour, très, très mais je ne jeune. pensais pas Et que puis mes après, histoires toucheraient un autre public que les enfants, et il l'a compris quand les 3 astronautes de la Lune sont venus le féliciter pour un album pour Objectif Lune. C'est vrai que Hergé était un maître et que la BD était à l'époque réservée aux enfants. Oui, mais c'est vrai aussi que c'est merveilleusement fait, merveilleusement construit. Et vraiment, aujourd'hui, vous avez... Alors, bon, attention, je dis pas que toute BD est formidable. Il y a tout un pan de la BD fantastique, provocante, etc., qui m'est assez étrangère. Hein, je suis dans une BD plus classique. Alors cette BD classique, ça s'appelle Les guerres d'Albert Einstein. Et vous avez donc eu l'idée, d'abord en écrivant une biographie d'Albert Einstein, François Closet. Oui, j'ai écrit la biographie d'Albert Einstein et c'est quasiment en corrigeant les épreuves. D'un coup, je me suis dit, mais il y a un truc. Et j'arrivais pas à y croire parce que, bien sûr, j'avais lu je ne sais combien de livres sur Einstein et ce que je vais vous dire, personne ne l'avait relevé. La chose est la suivante. Einstein était un antimilitariste forcené. Il faut le savoir. Et s'était fait suisse justement pour ne pas rester allemand, pour ne jamais porter les armes. Et finalement, il se laisse convaincre en 1913 de venir s'établir à Berlin. Il est déjà un scientifique très très reconnu, très célèbre. Et là, il va se nouer d'amitié avec un chimiste. Lui est physicien, avec un chimiste qui s'appelle Fritz Haber et qui est un chimiste très important parce que il a réussi la synthèse industrielle de l'ammoniac, qui est indispensable pour faire les nitrates dont a besoin l'agriculture. Donc, lui, c'est un homme prussien, très nationaliste, qui aime l'argent, qui aime le pouvoir. Or, Einstein, c'est un peu, peut-être pas un doux rêveur, parce qu'il a un caractère de cochon, mais c'est un démocrate, pacifiste, socialisant, etc. Et ces deux-là vont se nouer d'amitié. C'est très curieux parce que Fritz Haber, il a quand même, pendant la Grande Guerre, mis au point les gaz asphyxiants. Voilà. Pendant la Grande Guerre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les deux à Berlin. Qu'est-ce qu'il fait? Einstein, d'une part, il fait tous ses calculs sur la relativité généralisée, mais surtout, il passe son temps au téléphone à appeler les autres scientifiques allemands en disant est-ce que vous voudriez pas signer? Je fais une pétition contre la guerre. Alors tout le monde lui raccroche au nez, bien sûr. Tandis qu'Haber, lui, il se dit mais on peut pas continuer la guerre comme ça. Il faut une rupture. La rupture, ça doit être un nouvel armement, et le nouvel armement, c'est la science qui doit le donner, ma science, la chimie, il faut utiliser les gaz. Et il va aller convaincre l'état-major d'utiliser les gaz asphyxiants. Alors vous imaginez le rapport qu'il y a entre ces deux hommes pendant la guerre. Et d'ailleurs, la femme, Clara Haber, est tellement horrifiée de ce que fait son mari qu'elle prend son pistolet et qu'elle se tue. Vous comprenez? C'est un niveau de tension inimaginable. Et Haber, d'ailleurs, a lancé, a aidé au divorce d'Albert Einstein. Et voilà. Et en dépit de ça, au lendemain de la guerre, alors qu'Haber est poursuivi, risque d'être poursuivi comme criminel de guerre à cause de ce qu'il a fait avec les gaz asphyxiants, il va en Suisse et alors Einstein, à l'époque, veut se séparer tout à fait de son épouse, Mileva, qui, elle, vit à Zurich et lui dit « Est-ce que vous pourriez pas aller régler ça ?» Et donc, Haber va voir Mileva. Et qu'est-ce qu'il dit à Mileva? Il lui dit « Mais Albert Einstein, il va avoir le prix Nobel. Il va l'avoir, c'est sûr, cette année, l'année prochaine, c'est sûr, ça fait des années, tout le monde le sait. Et le prix Nobel, c'est, alors je sais plus, c'est 32 000, enfin, c'est une, comme vous le savez, c'est un pactole. Eh bien, s'il vous le donnait, est-ce que vous accepteriez de divorcer? Il est d'accord, oui. Et donc, c'est lui qui règle le divorce d'Einstein. Enfin, franchement, ça suppose un niveau d'intimité entre l'ultra-pacifiste et le belliciste. Bien. Et quand vous voyez ça, vous dites, François Closet, il y a une histoire à creuser. Alors, oui, parce que l'histoire, d'un mot, elle se continue, parce que après la guerre, il y a le nazisme qui apparaît, Einstein qui devient la bête noire des nazis, l'homme le plus célèbre du monde, se trouve être un juif pacifiste, socialiste et démocrate. Et heureusement, quand Einstein arrive au pouvoir, il est en Amérique, autrement il y passait, là, vraiment, physiquement. Et il se trouve qu'en 1939, contrairement à tout ce qu'avait prévu
Einstein, qu'il n'avait pas imaginé une seconde, on découvre la possibilité de la réaction en chaîne et de la bombe atomique. Et la découverte, elle est faite où ? En Allemagne. Et les physiciens allemands sont excellents. Et donc, les physiciens juifs réfugiés aux États-Unis sont horrifiés. Ils se disent, les nazis vont avoir les premiers la bombe atomique. Et ils ont beau s'adresser aux Américains, ouaf, des scientifiques qui ont trouvé l'arme géniale. On connaît ça depuis toujours, on n'y croit pas. Et comment on va faire ? Et donc, ils vont voir Einstein et lui disent, il n'y a que vous qui pouvez convaincre le président de la République. Et donc, Einstein va écrire la lettre où il dit au président, voilà ce que la science, les physiciens, ma science a découvert. Il faut tout de suite que vous l'utilisiez pour en faire une arme nucléaire. C'est lui, le pacifiste, qui fait ça. Exactement la même chose qu'a fait Haber avec la chimie pendant la Première Guerre mondiale. Et personne n'avait remarqué cette étrange fatalité qui fait que toutes les plus belles découvertes scientifiques sont prises automatiquement, arrachées à leurs inventeurs et vont aller dans l'arsenal des militaires. C'est une sorte de fatalité. Et voilà. Alors, vous auriez pu en faire un roman. Et pourquoi une BD, justement, François Cluzet ? j'ai commencé par faire ce que j'appelle une dramaturgie, c'est-à-dire les personnages, les scènes, les dialogues, etc. Donc j'avais une dramaturgie qui aurait pu être aussi bien la base d'un roman, la base d'un film, la base d'une pièce de théâtre. Puis j'ai dit, mais non. Là, t'en sortiras jamais. Là, si tu veux faire un film, la première, la deuxième guerre mondiale, 20 personnages, non, c'est fini, c'est Hollywood, ça. Et, mais au fond, non, on peut le dessiner. Et ça m'a paru évident que ça pourrait faire la matière d'une bande dessinée. Seulement, je connaissais pas le monde de la bande dessinée. Et ma chance inouïe, c'était de ne pas passer par des dirigeants d'entreprises. Non, j'ai vu des professionnels qui ont lu ça, qui se sont dit, mais on le prend tout de suite. Et c'était Corbeyran, qui est un scénariste extraordinaire. Qu'on vous a présenté, que vous ne connaissiez pas. Non, j'ai rencontré par hasard Xavier Fauche, qui a été le scénariste après Goscinny de Lucky Luke et de Rantanplan. Et il m'a dit, oui, mais c'est formidable votre truc, je vais vous faire rencontrer des gens. Il m'a fait rencontrer Corbeyran, et il m'a fait rencontrer Chabert pour le dessin. Et donc, j'ai découvert comment on passe de ce qui était une dramaturgie, comme je dis, à une BD. Alors d'abord, Corbeyran a fait un scénario de tout ça, c'est-à-dire avec des images, quelles sont les images là, de telle dimension qui représentent ci, ça. Et puis après, Chabert a commencé à le dessiner, mais alors, j'ai découvert des professionnels extraordinaires. Vous comprenez, quand il vous explique, ah bon, mais alors, attends, à quoi ça ressemble Berlin à ce moment-là ? Est-ce que je peux faire comme ça ? Et là, à ce stade-là, Haber, est-ce que je le mets en uniforme militaire ou est-ce qu'il est en blouse blanche ? Mais avec une conscience professionnelle très supérieure à celle de la plupart des journalistes. Hein. Vraiment, j'ai été enthousiasmé. Et puis après, Bérengère a posé la couleur, mais très connue, et c'est elle qui, dans la grande série 13, souvent posait les couleurs. Et donc, j'ai vu tout ça s'élaborer, et c'est un bonheur, parce que j'ai eu la chance de tomber sur une équipe extraordinaire, des vrais professionnels, qui savaient faire ce que je ne sais pas faire, et il n'y a rien que je respecte comme justement ce que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous avez appris un nouveau métier. Et il y a également une chose importante dans la BD, c'est la chute de bas de page, pour tourner la page dans le temps. Ouais. Quand on était publié dans un hebdomadaire comme Tintin ou Spirou, il fallait une chute pour qu'on ait envie d'acheter le journal la semaine suivante. Mais ça, c'est le travail du scénariste, c'est le travail de Corbeyran, qui a découpé, recomposé l'histoire comme ça. Moi, tout ça, oui, je sais pas faire, je savais pas faire. Comment tout d'un coup faire un grand paysage qui prend la moitié de la page, et puis là, juste le regard, je savais pas faire. Et ça... Et il y aura 2 tomes en plus. Oui, là, c'est la Première Guerre. Et ça termine sur le prix Nobel d'Einstein en 1921. Et il y aura la Seconde Guerre, et qui se terminera... Sur quelle image, à votre avis ? Sur la bombe atomique. Sur l'image, bien sûr, sur la langue d'Einstein qui tire la langue. Et pourquoi il tire la langue, Einstein ? Je crois que c'était par rapport à un photographe, non ? C'est pas ça parce que, oui, mais ça va plus loin.
Einstein, tout ce qu'il avait voulu est réussi dans les 40 premières années de sa vie. Avec son sale caractère, en se respectant aucun code, il avait réussi à être ce qu'il voulait être, le plus grand physicien reconnu par tous les physiciens, tout en restant un pacifiste, un ours dans son coin, et sans compter qu'il était d'une origine juive, mais qu'il avait complètement renoncé à sa judaïté. Donc en 40, il a tout, il a le Nobel. Et dans les 40 années suivantes, tout va rater. C'est-à-dire que lui, qui voulait vivre tout seul, il peut plus faire un pas dehors. Tout le monde l'acclame, l'applaudit. C'est comme les éléphants du cirque Barnum. Qu'est-ce que je fais là ? Les physiciens vont lui tourner le dos parce qu'il n'est pas d'accord avec l'évolution de la physique à partir des années 20. Il va devoir prendre la défense des Juifs. Et alors que lui considérait que le judaïsme c'était complètement mort, et pire que tout, lui qui était antimilitariste, il va devoir finalement se faire l'avocat de la bombe atomique. Et donc, la seule chose qui lui reste à la fin de sa vie, alors qu'il est hanté par cette lettre où il demande de faire la bombe atomique, la seule chose qui lui reste, c'est ce qu'il y a de plus stupide. C'est la célébrité. Tout le monde est Einstein, Einstein. Et donc, quand il arrive et qu'il voit toute la célébrité, c'est tous ces photographes. Professeur, professeur, professeur. Il tourne la tête et qu'est-ce qu'il fait ? Il tire la langue. Ouais. Il tire la langue à cette seconde partie de sa vie. Ce qui est fascinant avec vous, c'est votre passion. Vous dites que vous êtes un contrebandier, François de Closet. Vous travaillez encore et vous travaillerez toujours. Mais attention, c'est pas une vertu, c'est un privilège. On est bien d'accord. Parce que si mon métier avait consisté à éviscérer des poulets dans un abattoir, si mon métier ça avait été de nettoyer les rues au petit matin, je vous assure qu'à 60 ans, j'aurais été très content de me reposer. Mais ayant eu ce privilège incroyable, et que d'ailleurs les gens ne retiennent pas. Les gens me disent « Ah ben oui, vous êtes des privilégiés parce que vous avez bien gagné de l'argent, puis vous êtes connus, vous êtes célèbres. » Je dis « Mais c'est pas ça mon privilège. Mon privilège, c'est que toute ma vie, pour gagner ma vie, comme on dit, j'ai fait ce qui me passionnait. » Et évidemment, donc, dans ces conditions, ce serait me punir que me dire que je ne dois plus travailler, que je suis à la retraite. Et rien n'est si jouissif que de continuer à être dans le coup alors que syndicalement, mon ticket n'est plus valable depuis 60 ans. Voilà, écoutez, profitez-en, continuez pour notre plaisir et votre passion. Les guerres d'Albert Einstein, le premier tome est sorti chez Robinson. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est passionnant. Et merci d'être venu dans ces clés d'une vie. Parlez vrai, comme vous le faites toujours. Parlons vrai ensemble. Quand vous voulez, vous revenez sur Sud Radio, François de Closet. Au revoir. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. À demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.